Hey, Juliette, tu sais pas ce que j'ai appris cette semaine? Qu'est-ce que t'as appris encore? Il y a un balado, parce qu'il faut dire balado et non podcast, Ouais. qui s'intitule Whatever Happened to Pizza at McDonald's, Un balado consacré à ça? qui en est à son 347e Attends. épisode. Juste sur ça? Juste sur ça. C'est tu ça l'as la écouté? quête. Pas les 347 épisodes. Genre, là. qu'est-ce qu'ils disent? Premièrement, les comme 2-3 premiers épisodes, c'est des épisodes de 2 minutes ou 3 minutes, les premiers. Et c'est juste le gars qui appelle dans des McDonald's, dans des restaurants McDonald's. Ouais. Oui, non, mais j'essaie de le franciser au lieu de dire Dans les McDonald's. restaurants McDonald's? Il appelle dans des restos, puis il est comme « Est-ce que vous servez de la pizza? » Puis là, ils sont comme « Non. » « Est-ce que vous avez déjà servi de la pizza? » Puis souvent, les employés de McDonald's sont trop jeunes pour se souvenir qu'ils ont déjà servi de la pizza, fait qu'ils sont juste comme « Non. » Ben, il était sûrement pas là, tu sais, c'est comme... Puis, oui. Puis là, ils sont juste comme, non. Puis là, il est comme, êtes-vous sûr? Qu'est-ce qui est arrivé à la pizza? Puis là, le monde raccroche. Jusqu'à temps. Et là, c'est là que je suis rendu, là, au 3 4e épisode. Il tombe sur des restaurants d'un franchisé aux États-Unis qui, lui, a continué à servir de la pizza. Et ça a l'air que c'est un combat annuel entre Pour ses pas que ce employés ou... Ben, j'imagine, parce que les fournisseurs, là, tu sais, comme les ils sont... fournisseurs et... Ah, comment ça s'appelle? Le balado? Whatever Happened to Pizza at McDonald's, c'est Nicolas de Rosa. Qu'est-ce qui s'est passé à la pizza du McDonald's? Oui, mais qu'est-ce que c'est donc-il passé Mais- avec la pizza du McDonald's? C'est Nicolas de Rosa des Décrypteurs. Oui, qui écoute notre balado puis qui m'a dit « Hey, j'ai écouté ce podcast-là. Il y a être informé, puis il y a être informé au point de savoir qu'il y a un Non. balado sur la pizza du McDo. Il a été informé, puis il y a Nicolas de Rosa. Ouais. Et là, il dit « Ah, puis il me dit, je suis même dans un des épisodes à un moment donné parce que le gars a dit un truc que j'ai fact-checké, j'ai envoyé un courriel, puis c'était Mais non. pas ça. Puis là, il m'a appelé, puis je suis dans l'épisode. Et là, à partir depuis... Mais non. depuis qu'il Nicolas m'a de dit Rosa ça, est dans l'épisode. dans un des 347 épisodes. c'est Et bon. depuis ce moment-là, je suis extrêmement nerveux qu'il écoute notre balado, Nicolas de Rosa. Oui, parce que s'il nous fact-check, qu'est-ce qu'on fait? On va se ramasser au décrypteur. De quoi on J'ai va trop avoir peur. l'air? J'ai trop peur de ça. Ah, on nous dit qu'il faut franciser, fact-checker. On va y aller pour s'il vérifie les faits. S'il... Je suis déjà fatiguée. Je suis fact-checké. Je suis Je suis fact-checké. Olivier, je voulais inaugurer quelque chose en ce 4e épisode de Qu'est-ce qui se passe? De la 4e saison. On peut le dire, on peut l'assumer que c'est Ouais. la 4e saison. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de décors. Et donc, j'ai pensé à quelque chose. Décor? Thomas, tu sais, notre De studio... décor. De décor, Je ouais. comprenais on a de décor entre quoi puis... un écart. Non, Ouais. non. Et j'inaugure à l'instant le mur des amis. Tu Le peux mur applaudir. des amis de Qu'est-ce qui... Pour ceux qui sont à l'audio, Thomas vient d'apporter un beau tableau où on va afficher désormais tous les dessins que nous envoient les amis de l'émission, notre communauté. Et on inaugure ça avec nul autre que Paul. OK? Paul. Ce le sont petit les Paul, dessins de Paul. Paul, c'est le meilleur ami de l'émission et accessoirement ton meilleur ami. mon meilleur ami et l'enfant de notre collègue Laurence qui nous a fait des superbes dessins. C'est Ouais. nous avec un arc-en-ciel, puis on fait notre balado. C'est très, très beau. Donc, ça m'amène à vous inviter, vous à la maison, si vous avez des talents de dessinateur, à nous envoyer vos dessins, quels qu'ils soient, pour qu'on puisse les afficher. Sachez que c'est notre seul élément de décor. Alors, on vous implore, en fait. De nous en envoyer. Ouais. J'imagine que tu vas donner l'adresse physique à laquelle il peut envoyer ça. Alors, c'est le 1000 Papineau. 1000 avenue Papineau. Là, rentrez ça dans votre moteur de recherche préféré. Ça va vous donner le code postal. Alors voilà, l'inauguration du mur des amis, c'est fait. C'est fait. Puis ça va-tu comme être là à chaque épisode? Je sais pas, peut-être Parce là... que c'est un petit peu dans mon champ de vision. Est-ce qu'on peut parler des nouvelles, Oli? Parce que là, il y a du stock encore cette semaine. Hey, il y en avait beaucoup, hein? Cette semaine, particulièrement, beaucoup de nouvelles. Est-ce qu'on parle le jingle? Ah! Qu'est-ce qui se passe dans le corridor de Radio Cannes? Qu'est-ce qui se passe avec Olivier et Julia? Olivier, je vais te raconter comment une compagnie de poubelles, De Ah, poubelle. Une compagnie de poubelles. a été votée le meilleur site de nouvelles en ligne de la ville de Regina, en Saskatchewan. J'ai entendu parler de ça dans le balado Canada Land et c'est particulièrement intéressant parce que ça en dit long, Olivier, sur les impacts de la crise des médias sur les nouvelles locales. Le meilleur site de nouvelles? Ouais. Un site de poubelles. Oui. Je pense qu'il faut savoir, là, pour comprendre comment on en est arrivé là, qu'à Regina, comme dans plusieurs autres villes canadiennes et du monde, les médias locaux se portent très mal. Il y a eu des abolitions de postes dans les stations régionales de la CBC et de Radio-Canada.
Et dans le cas de Regina, le principal journal local, le Regina Leader Post, est même plus imprimé ni édité sur place. Et à tout ça s'ajoute le fait que Meta bloque les nouvelles sur ses plateformes Facebook et Instagram. Donc, ça aide pas les nouvelles en général, mais les nouvelles locales non plus. Et là, ça fait en sorte que l'offre de nouvelles locales est pas mal plus maigre qu'avant, ce qui permet à des gens comme Adam Snook de Just Bins de combler le vide. OK? C'est quoi Just Bins? C'est une compagnie qui fait de la location de poubelles industrielles, là, tu sais, comme des genres de gros Oui. containers en bon français, là, ou pour quand tu fais des rénaux, par exemple. Oui. Et- Donc, la dernière fois que tu as rénové ta maison, Moi, je suis une manuelle, comme on dit. Voilà. Et donc, Adam Snook, pour attirer la clientèle et se démarquer des autres compagnies, il a commencé à faire des mèmes, excuse, Rachel, elle veut que je dise mèmes. Mais je trouve ça un mais peu je pense que gênant. tu peux dire mémé aussi. Je suis obligée, Rachel? Oui, c'est même. T'as pas le choix. OK. Donc, la compagnie a commencé à faire des mèmes sur les réseaux sociaux pour se démarquer. Puis, puisque la compagnie est basée à Regina, ben, c'était surtout des mèmes sur la ville de Regina. Et là, la popularité de Just Bins sur les réseaux sociaux n'a cessé de croître et sa plateforme s'est progressivement transformée en un endroit où sont partagés essentiellement des faits divers sur la ville de Regina. Donc, accidents de voiture, vols, scènes de crime. Et là, certains citoyens ont pris l'habitude de filmer ce dont ils étaient témoins et de l'envoyer à Just Bins, comme ils pouvaient l'envoyer à un média traditionnel, OK? Du journalisme citoyen, Ouais, exclusivement. Parce c'est du que journalisme j'imagine qu'il n'y citoyen. a pas encore... Ben là, c'est peut-être ça le punch, là, mais y a-tu des journalistes embauchés par Just Bins? Non, il n'y a Non, pas OK. de journalistes dans Non, le gang, là. Puis ils n'ont pas la prétention de faire nécessairement du journalisme. Puis tu sais, à Montréal, il y en a des pages comme ça, là, tu sais, des Montreal Stories, des Montreal Only, où il y a toutes sortes de contenus, là. Tu sais, c'est des pages Instagram où tu as des fois comme de la promotion d'artistes musicaux, tu as des fois des nouvelles sur des influenceurs, puis tu as des fois des genres d'altercations dans la STM, tu sais, des pages comme ça existe, puis c'est des vidéos qui sont envoyées par des citoyens. Oui, ça pourrait être considéré comme du journalisme citoyen, mais l'enjeu, bon, tu me vois venir, Olivier, c'est que Just Bins adhère à aucun code d'éthique journalistique, donc ils vérifient pas nécessairement la source des images qu'ils reçoivent. Just Bins a souvent été accusé aussi de punch down, donc de s'attaquer aux plus faibles plutôt qu'aux plus forts. Ils font souvent des publications un peu sensationnalistes là, où ils filment des gens en situation visiblement de vulnérabilité, là, des personnes en situation d'itinérance ou qui sont sous l'influence d'une quelconque substance. Puis il y a même eu un cas, bon là, ça a fait jaser pas mal, là, où ils ont diffusé les images d'un suicide public, ce qu'un média traditionnel Mais n'aurait jamais, Mais au non. grand jamais fait, parce qu'on sait Mais non. qu'il y a un risque d'effet d'entraînement. Mais c'est même quelque chose dont on ne parle pas, là, par exemple, Oui. si ça se produit dans certains lieux, là, le métro, notamment. Exact. Puis même, tu sais, à Radio-Canada, là, on en reçoit des vidéos de citoyens, mais tu sais, si on reçoit une vidéo de 15 secondes, là, on fait pas juste la diffuser telle qu'elle, on va se demander si elle est d'intérêt public, on Oui. va vouloir savoir ce qui s'est passé avant et après ce 15 secondes, avoir On du va contexte. vérifier la validité de la vidéo, la véracité. Oui, on va, qui l'a prise? voilà. Est-ce qu'il y avait des gens qui C'était peuvent quand? témoigner? C'était quand? Parce que des fois, je veux dire, tu reçois des trucs, ça date de 10 ans, tu sais même pas Ouais. si c'était dans le même pays. Puis c'est aussi qu'on doit s'assurer, nous, que ça ne porte pas atteinte à la vie privée. C'est pas des choses desquelles Just Bins se préoccupe. Bref, ça veut dire que l'an dernier, le magazine Prairie Dog, qui est un magazine de Regina, a nommé à la blague Just Bins dans la catégorie meilleur média en ligne de leur annuel Best of Regina Awards. Et Just Bins l'a emporté parce que c'est un vote populaire, ce qui donne une idée de la popularité de la plateforme. Et là, la question, c'est, dans un contexte de crise médiatique, est-ce que des médias comme Just Bins pourraient combler le vide laissé par la fermeture des médias locaux? Il faut dire d'une part que ce n'est pas leur prétention. Just Bins ne veut pas développer son entreprise journalistique. Ça reste une compagnie de poubelles. Mais vu la fermeture massive des médias locaux dans les dernières années, et vu que, malgré ce que certains en disent, la population veut savoir ce qui se passe autour d'elle, ben c'est pas impossible qu'on voit de plus en plus de médias comme Just Bins apparaître. En tout cas, c'est l'hypothèse du journaliste de Canada Land, Jesse Brown. D'ailleurs, TQS, Ouais. c'était les frères Rémillard, dont le père a fait fortune dans les ordures. Donc, Ah! il y a un lien entre les ordures et Mon Dieu. les médias. C'est une façon comme une autre de financer peut-être
la Ouais. production journalistique. Après, il y a tout l'enjeu de l'affiliation entre une compagnie et un média qui doit être indépendant. Il y a plein d'enjeux, là. Mais dans le contexte de la crise des médias, c'est le genre de phénomène qu'on peut voir apparaître. D'ailleurs, de 2008 à 2024, OK, Ouais. devine combien de médias locaux ont fermé au Canada. Pourrais-tu me donner un choix de réponse? OK, je te donne des options. 50, 150 ou 500. Ben, c'est 500. C'est 500, c'est Mais c'est 525. 500. Moi, j'aurais peut-être même dit une petite affaire plus, parce que, je veux dire, ne serait-ce que dans la crise économique de 2008, là, aux États-Unis, puis là, je sais qu'on parle du Canada, mais aux États-Unis, il y avait quasiment des dizaines de journaux qui Mhm. fermaient à tous les jours. Mhm. C'était massif. Donc, 525 médias canadiens ont fermé leurs portes depuis 2008. De 2008 à 2024, ça, c'est selon le Local News Research Project. C'est un projet de recherche de l'Université de Toronto et de la Colombie-Britannique qui surveille ce qui arrive aux médias locaux au Canada. Puis, tu sais, ces médias-là, ai-je besoin de le rappeler, ce sont des médias qui couvraient les conseils municipaux, Mhm. ce qui se passe dans les écoles, les élections municipales, les entreprises locales, les artistes locaux. On ne peut pas compter le nombre d'histoires qui ne verront pas le jour à cause de la fermeture de ces médias. J'ai moi-même travaillé dans un média local, Le Droit de Gatineau, au début de ma carrière. Puis c'est vraiment ce qui m'avait marqué. Je me disais, si ces médias-là ne le couvrent pas, les grands médias n'ont pas les ressources pour aller couvrir ce qui se passe dans les plus petites communautés. Ah non, ça, c'est évident. Ouais. J'ai également, moi aussi, C'est vrai ou travaillé ça? dans les médias locaux. J'ai fait pas mal toutes les hebdos de l'Est Montréalais. de l'île de Montréal. Ouais. Mais et puis quand je dis l'Est, jusqu'à Outremont, disons. De l'Est jusqu'à Outremont, c'est plus vraiment Non, l'Est, là, mais... Non, mais c'est ça, je te dis. OK. J'ai OK. fait tout ce qui était, pas mal tout ce qui était à l'est du boulevard Saint-Laurent plus Outremont. Oui. Bon, il y a aussi une étude exhaustive qui a été menée à travers les États-Unis en 2019 et qui s'est intéressée à l'impact de la fermeture des journaux locaux. Cette étude-là a démontré que quand un journal local ferme, OK, les dépenses de la municipalité augmentent, les salaires des employés du gouvernement augmentent, les déficits augmentent et il y a une plus grande probabilité d'emprunt des villes, OK, ce qui veut dire des intérêts plus élevés. Donc, ça a des impacts concrets vraiment importants. Les journalistes sont les chiens de garde de la démocratie, Julia. C'est Et ce donc, qu'on ils dit. sont là pour surveiller et observer ce que font les politiciens et exiger des comptes. Oui, moins de journalistes, c'est plus d'impunité. Olivier, je te l'apprends pas. À toi, Olivier. Alors, Julia, si je te dis briques, à quoi tu penses? Pas les briques d'une maison, mais plutôt les briques comme l'organisation. Ah, c'est intéressant, Julia, c'est Mais intéressant. comme on a dit, je suis une fille très manuelle, construction et tout, donc tout de suite, j'ai pensé à la brique d'une maison. Effectivement, Julia, il s'agit des BRICS, une organisation internationale. Excuse-moi, c'est comment tu l'as dit, ça n'avait pas de sens. C'était vraiment comme une émission jeunesse, mais avec un sujet vraiment trop niche pour une émission jeunesse. Effectivement, Julia, il s'agit des briques. OK. Effectivement, Julia, il s'agit des BRICS, une organisation internationale, un regroupement de pays dont l'objectif, c'est de faire contrepoids à l'ordre mondial qui est actuellement dominé par l'Occident et les États-Unis. Donc, les BRICS concluent aujourd'hui, jeudi, jour de l'enregistrement, leur sommet annuel à Kazan, en Russie. Et ça me semble un excellent moment pour parler de leur influence grandissante. Ah oui, tellement. Alors, Julia, les BRICS, qui Oui. sont-ils? B pour... Brésil, R pour... Russie, Bravo. I pour... Inde, Très bien. Et C pour... Chine. Voilà, ça, c'est le quatuor original qui a tenu son premier sommet en J'ai 2009. chaud, j'avais tellement peur de ne pas l'avoir. C'est 4 sur 4, c'est 100 Ouh. Et maintenant, la dernière, le S, L'Afrique du Sud. South Africa, Afrique du Sud, qui s'est ajouté au groupe en 2010. 5 bonnes réponses. Wow, c'est quoi mon prix? Continuez à écouter le reste de ma chronique. Alors, Yes! Yes! quelle est la raison de la formation de ce regroupement de pays, Julia? C'est un quiz? Ou tu Ouais, veux me non, le dire? j'avoue OK. j'avoue que je pourrais enchaîner parce que c'est tough, pareil, comme question ouverte. Je suis comme, ben, c'est-à-dire que bon, ouais. Ces pays-là, ce sont des pays qui ont connu une forte croissance économique dans les dernières années, en fait, les dernières décennies, et ils estimaient que leur influence dans les grandes instances internationales n'était pas à la hauteur de leur poids économique ou leur poids démographique. Pour te donner un ordre de grandeur, en 2023, le PIB combiné de ces 5 pays-là représentait 32 de l'économie mondiale, mais selon l'Atlantic Council, qui est un think tank spécialisé dans les relations internationales,
Ces 5 pays-là ne disposent que de 15 % des droits de vote au Fonds monétaire international, le FMI, qui est la principale institution financière des Nations unies. Donc, c'est pour s'imposer sur la scène internationale qu'ils se sont regroupés pour avoir une voix plus claire, plus franche. Certains y voient aussi un désir de s'affranchir de l'hégémonie économique américaine, et je m'explique. Le premier sommet s'est tenu en 2009, donc dans la foulée de la crise économique de 2008 aux États-Unis. C'est une crise qui a affecté l'économie mondiale, mais dont la naissance est purement américaine. Mhm. Et donc, certains estiment que ces pays-là ont vu cette crise-là déferler et se sont dit, on est tous trop dépendants de l'économie américaine. Et c'est la raison pour laquelle ils auraient eu envie ou un intérêt encore plus important à se regrouper et à fonder ensemble des structures alternatives. Parce que les BRICS ont fondé notamment leur propre banque de développement pour investir dans des projets de développement dans des économies émergentes ou dans des pays en développement. Donc, pour avoir eux-mêmes un droit de regard sur les orientations idéologiques, si on peut dire, du développement économique à l'échelle internationale. Ça ressemble à quoi leur influence? Mhm. Les BRICS ont connu une forte croissance économique là, après leur naissance, notamment, sauf que la Chine a surperformé par rapport aux autres pays, une croissance économique vraiment plus forte, et donc ça crée des disparités dans le groupe. Un groupe qui déjà a des divergences d'intérêts, voire même des conflits internes hein, entre la Chine et l'Inde aux frontières. Ça se passe pas très bien. Il y a eu des accrochages ces dernières années. Et donc, le pouvoir d'influence du groupe a diminué au milieu des années 2010. Certains allaient même jusqu'à prédire la mort de ce groupe-là. Sauf que c'est un groupe qui a regagné en puissance. Économiquement, les BRICS ont un PIB combiné, donc un produit intérieur brut, donc toute l'activité économique à l'intérieur des pays, combiné qui est supérieur à celui des pays du G7. Donc, techniquement, les 7 plus grandes économies mondiales. Bon, je nuancerais ceci en disant que si on regarde le PIB par habitant, Mhm. ou par tête de pipe, comme on dit par chez nous, C'est où chez vous? Hunsick. OK. Bref, si on regarde le PIB par habitant, le G7 est encore en avance, mais quand même, c'est significatif là, le fait que les BRICS pèsent plus lourd dans la balance économique que les pays du G7. Et récemment, les BRICS ont gagné en pouvoir d'attraction grâce à un événement sur la scène internationale. Lequel, Julia? Est-ce qu'on a une date? Oui, je peux t'aider avec ça. 2022. 2022, c'est le déclenchement de la guerre en Ukraine? Exactement, plein dans le mille, Julia. Merci. Mais comment est-ce que la guerre en Ukraine a pu favoriser l'attractivité des BRICS, me demanderas-tu, Julia? Je te la pose la question, Olivier, parce que je sais pas, franchement. Eh bien, c'est que les pays occidentaux ont imposé des sanctions économiques assez importantes à la Russie. Mhm. Saisie des avoirs des hommes d'affaires russes, saisie de milliards de dollars appartenant à la Banque centrale russe, exclusion des banques russes du système SWIFT, là, qui est la plateforme que les institutions financières utilisent pour faire des transactions entre elles. Bref, exclusion des banques russes du système économique mondial, d'une certaine façon. Et ça, ben, les autres pays ont pris des notes. Et ça a servi aussi à Vladimir Poutine à dire « Regardez ce qui arrive quand on se met en travers des intérêts américains. » Les États-Unis ont un pouvoir majeur sur quiconque n'agit pas comme ils voudraient Oui. qu'il agisse. Donc, ça aurait forcé les pays du BRICS à continuer dans cette idée d'indépendance du pouvoir américain ou des pouvoirs occidentaux. Et donc, plusieurs autres pays se sont montrés intéressés à adhérer aux BRICS. Juste pour te donner une idée, l'année dernière, il y a une vingtaine de pays qui ont déposé leur candidature pour adhérer aux BRICS et il y en a autant qui ont signifié de façon plus informelle leur intérêt. Et donc, ça nous amène aux nouveaux pays qui ont été introduits dans le BRICS au début de l'année 2024. Il y a 4 nouveaux membres admis. Quiz! OK. Je sais qu'il y a l'Égypte, Oui. mais je sais... Donne-moi un indice. L'Égypte... Un autre pays africain, Ben là, Olivier, il y en a beaucoup. Attends. commençant par E. L'Éthiopie? Oui. Oui! Oi! Oui! Quoi d'autre? Un pays du Proche-Orient, commençant par
Moyen-Orient. J'ai des équipes de soccer en tête, c'est ça? Les Émirats Arabes Les Unis. Émirats Arabes Unis, c'est ça. Et un pays que George Bush a placé dans l'axe du mal. L'Iran. L'Iran. Voilà. L'Iran, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis et l'Éthiopie. Donc, on parle désormais des BRICS+, à ne pas confondre avec la presse plus. C'est facile à confondre quand tu y penses, là. Mais... Ouais. Tu veux savoir pourquoi la mer Esplante se représente pas, puis là, t'es sur un site, on parle d'économie. BRICS.com. Salut tout le monde dans la presse. Là, en ce moment, il y a un sommet des BRICS, là. Oui, En qui Russie. se termine aujourd'hui, au OK. moment où les gens l'écoutent. C'est Il terminé. est terminé. Pourquoi le sommet de cette année est-il important? C'est le premier sommet à 9 pays. Donc, en ce sens-là, il y a de quoi d'intéressant. C'est aussi intéressant parce que Vladimir Poutine, l'année dernière, n'a pas pu se rendre au sommet qui était tenu en Afrique du Sud parce qu'il y a un mandat d'arrêt international qui concerne Vladimir Poutine et que l'Afrique du Sud aurait été forcée de l'arrêter. Donc, il y a participé à distance. Sauf que cette année, c'est à Kazan, en Russie, au cœur de la Russie. Et donc, c'est une occasion pour lui de montrer qu'il n'est pas isolé sur la scène internationale, contrairement à ce que voudraient les Occidentaux, qu'il a des partenaires. Et c'est un peu un pied de nez aux Américains pour dire, oui, vous avez imposé des sanctions à la Russie, mais nous survivons et nous avons des partenaires et des alliés. C'est aussi important, ce sommet-là, parce que, bien que ce ne soit pas pour tout de suite, les BRICS ont évoqué l'idée d'une monnaie commune. Ah, ouais. Ouais. Et d'une plateforme d'échange monétaire, un peu comme le système SWIFT, mais indépendante de l'Occident. Ils parlent aussi de faire leurs transactions entre les pays en devises locales plutôt que de passer par les dollars américains, ce qui est habituellement le cas là, sur la scène internationale. Et ça a un nom, le désir de remplacer le dollar, c'est la dédollarisation. Et si elle devait se concrétiser, ce qui n'est vraiment pas pour demain matin, ça pourrait avoir un impact significatif sur l'économie américaine parce que, et là je t'explique, comme plusieurs échanges internationaux se font en dollars américains, il y a une demande très élevée en dollars américains, ce qui garantit la forte valeur du dollar et ce qui permet aux États-Unis d'avoir des importations qui coûtent pas cher et donc des produits aux caisses pour les consommateurs américains qui sont accessibles. Bref, si on avance vers la dédollarisation, tout pourrait coûter plus cher aux États-Unis et on le sait à quel point l'économie est un thème central et très important au sud de la frontière. Alors, je viens de te vendre pourquoi c'était un sommet assez important. Et effectivement, c'est important aussi parce que les BRICS prétendent à un monde multipolaire, donc un monde qui n'est plus dominé uniquement par l'Occident. Mais il faut quand même considérer que les BRICS, pour ce qu'ils sont, là, je viens de le dire en anglais pour la première fois de la chronique alors que je suis en conclusion. Exact, mais j'aime ça. Il faut quand même considérer Le changement. Voilà. Il faut quand même considérer les BRICS. Là, tu sais, genre, un autre accent pour le fun. Il faut quand même considérer les BRICS pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire un groupe vraiment pas homogène. La Russie, selon plusieurs experts, elle considère ce groupe-là comme un élément de sa lutte contre l'Occident, alors qu'il y a d'autres pays comme l'Inde et le Brésil qui, eux, ont besoin de l'Occident. Et donc, à partir du moment où leurs intérêts ne convergent pas, on peut se demander à quel point ils pourront parvenir à leur fin. Toujours est-il que c'est intéressant d'observer ce qui se passe sur la scène géopolitique. Tellement. Puis on a toujours l'impression que la façon dont le pouvoir est réparti est relativement stable. Tu sais, nous, on est témoins de quelque chose qui date d'il n'y a pas si longtemps. Là. L'hégémonie, si on veut, des États-Unis ou la puissance de la Chine. Tout ça reste très récent dans l'histoire de l'humanité et tout peut changer. Alors qu'on le prend pour acquis, puis qu'on a l'impression que c'est comme ça que le monde est formé, puis que c'est comme ça que le monde a toujours fonctionné. D'où l'importance du recul, de l'histoire et du contexte. Puis Olivier, tu as fait ça à merveille. Est-ce que je peux t'amener sur des nouvelles plus près de nous? Ah, fais-moi voyager comme tu le souhaites, Julia. L'important, c'est que je comprenne. Oli, on voyage là, cette fois-ci pas en Russie, mais de façon un peu plus locale. On va en Colombie-Britannique parce que... Ah, mais ça, il y a des beaux paysages là-bas. Je sais pas si tu te souviens, la semaine dernière... Whistler, là, moi, j'ai bien des amis au cégep qui s'en C'est allaient vrai? là pour l'été. Guillaume Morin. On le salue. Salut, Guillaume Morin. J'ai dit à ceux qui nous ont écoutés la semaine dernière qu'on connaîtrait les résultats de l'élection provinciale de la Colombie-Britannique samedi dernier. Puis, On est-ce est que presque une semaine plus tard et on n'a toujours pas les résultats. Quoi? Fausse promesse? Fausse promesse, parce qu'en fait, on attend un recomptage. C'était tellement serré qu'il y a des recomptages dans certains comtés
remonter. Le recomptage va avoir lieu entre le 26 et le 28 octobre, selon les résultats qu'on a en ce moment et qui ne sont pas définitifs. Pourquoi entre le 26 et le 28 octobre? C'est quoi, les recompteurs n'étaient pas disponibles avant ça? Il est en vacances, il est à Whistler, il skiait. Parfait. Selon les résultats qu'on a présentement et qui ne sont pas définitifs, en fait, ça correspond assez bien à ce que les sondages prédisaient. Là. Parti conservateur et Nouveau Parti démocratique au coude à coude. Parti conservateur avec potentiellement 45 sièges. Nouveau Parti démocrate avec potentiellement 46 sièges. Et le Parti vert avec 2 sièges. Il faut 47 sièges pour avoir un gouvernement majoritaire. Oh là là, Ouais. c'est chaud, c'est C'est chaud, chaud, c'est c'est chaud. chaud. Mais avec mon œil de lynx de recompteur qui était en vacances jusqu'au 26 octobre, Ça, il y a des Gen Z qui comprendront pas c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. allez écouter Piment Fort. Vous À allez vos voir risques et périls. Vous allez voir à quel point l'humour, c'est culturel et à quel point les circonstances ont changé. Voilà. Bon, dans le cas de... revenons, là, si tu veux bien, à la Colombie-Britannique. puisque J'aimerais bien, oui. Peu importe les résultats finaux en Colombie-Britannique, ce qu'on peut observer, puis c'est ce dont on parlait la semaine dernière, c'est que la percée du Parti conservateur reste historique. Et je le disais aussi la semaine dernière, quand il y a des élections fédérales dans l'air, on analyse des élections provinciales avec plus de précision, disons. Et là, cette semaine, on a eu les résultats d'une autre élection provinciale potentiellement révélatrice. Cette Au fois-ci, Nouveau-Brunswick. complètement à l'autre bout du pays, au Nouveau-Brunswick. Et à l'autre bout du spectre aussi. Mais complètement, parce que là, ce sont les libéraux qui l'ont emporté haut la main, défaisant Blaine Higgs, le candidat conservateur sortant, et Chantal Hébert, qu'on adore. Analyste politique. Oui, Ah, ça serait donc bien le fun. qu'on la reçoive. Ben oui, un épisode spécial avec Chantal. Oh mon Dieu, j'espère qu'elle accepterait. Votez. Dites-nous en commentaire. Écrivez à Chantal Hébert Non. massivement. OK. Chantal Hébert, analyste politique, en parlait à tout un matin, puis elle disait que la défaite de Blaine Higgs pourrait être une leçon pour Pierre Poilievre. Pourquoi? Parce que Blaine Higgs a été le champion, et là, je cite Chantal Hébert, de la politisation du débat sur l'identité de genre. C'est vrai. Lui, il a dit des choses, par exemple, comme que 60 des jeunes qui se questionnaient sur leur identité de genre étaient influencés par la propagande. Il a aussi fait passer un règlement, ça a beaucoup fait jaser, qui fait en sorte que les élèves de moins de 16 ans doivent maintenant obtenir la permission de leurs parents pour que les enseignants et le personnel scolaire utilisent les noms et les pronoms qu'ils choisissent. Ça avait fait polémique parce que l'école peut être un espace sécuritaire pour les enfants. On ne connaît pas les contextes familiaux de tous. Donc, bref, ça avait vraiment, vraiment fait jaser. Il a perdu des membres de son entourage à cause de ça. Donc, il a beaucoup capitalisé sur ce genre d'enjeux-là qui sont des enjeux forts pour une certaine droite religieuse qui appuie habituellement les partis conservateurs. Et malgré ça, il a perdu. Donc, ce que Chantal Hébert disait, c'est que les conservateurs à travers le pays prennent sûrement des notes là, pour savoir quelle stratégie potentiellement adopter lors d'élections fédérales à venir. Là, ce qu'on voit en Colombie-Britannique puis ce qu'on voit au Nouveau-Brunswick, c'est qu'il y a eu un grand changement, un changement de gouvernement. Et là, on va voir si cette volonté de changement va se manifester aussi en Saskatchewan, parce que oui, il y a des élections aussi en Saskatchewan, des élections provinciales. Et là, c'est le parti saskatchewanais qui est un parti de centre-droit qui a l'avance dans les sondages et qui est au pouvoir depuis 2007, mais le NPD est pas trop loin derrière. L'élection, c'est le 28 octobre. Alors, on suit ça de près. Alors, je t'amène à l'international, à Gaza. Je vais dire des mots qui ne sont pas les miens. Jamais dans l'histoire de l'humanité, une population n'a été affamée aussi rapidement et aussi radicalement que l'ont été les 2,3 millions de Palestiniens vivant à Gaza. C'est le rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation des Nations unies, Michael Fakhri, qui a écrit ça dans son rapport présenté devant l'Assemblée générale vendredi 18 octobre. Il note que la quasi-totalité des Gazaouis est en insécurité alimentaire aiguë, 95 % de la population, et que 15 % est déjà plongé dans un état de famine. Et ça, c'était selon des observations de mai et de juin dernier. Semblerait-il que la situation est en voie de s'aggraver. Parce que l'armée israélienne, qui contrôle les frontières terrestres et donc une grande partie de l'entrée de marchandises, a durci ses mesures. Dans la région de Jabalia, dans le nord de Gaza, où se trouvent près de 430 000 Palestiniens, le nombre de camions commerciaux qui rentrent à tous les jours est passé de 125 au mois d'août à 50 au mois de septembre. L'armée israélienne explique même qu'elle veut interrompre complètement ces ravitaillements parce que, selon elle, l'administration du Hamas détournerait ces livraisons pour en faire une source de revenus.
Donc, si on considère les bombardements qui ont privé les Gazaouis d'infrastructures, de vivres, de terres agricoles, bref, d'une certaine forme d'autosuffisance, la plupart des Palestiniens n'ont plus que l'aide humanitaire, l'aide étrangère pour s'alimenter. Et l'aide étrangère, c'est un autre dossier en soi. C'est une aide qui est entravée. Souvent, les convois sont bloqués aux frontières et quand ils rentrent à Gaza, les conditions sont très dangereuses. On se souvient notamment du Québécois Jacob Flickinger, un humanitaire qui a été tué à Gaza dans une frappe de l'armée israélienne. Il y a Fabrizio Carboni du Comité international de la Croix-Rouge qui est cité par le quotidien Le Monde qui dit « On travaille sur un champ de bataille », ce qui n'est pas le propre du travail humanitaire. Il dit « Le nombre d'humanitaires qui ont été tués est sans précédent ». Bref, pour contourner le blocage et les conditions dangereuses, oui, il y a effectivement, on l'a vu, des marchandises qui sont lancées par avion, d'autres qui sont acheminées par bateau, sauf que c'est insuffisant. Et donc, en mars, la Cour internationale de justice a ordonné à Israël d'empêcher la famine de s'installer à Gaza, ce qui semble avoir échoué si on se fie au rapport précédemment cité. Et le 16 octobre dernier, les États-Unis et les responsables de l'ONU ont mis en garde Israël contre, et je cite, une politique de famine qui serait orchestrée à Gaza pour en faire une, et je cite, arme de guerre. Les États-Unis menacent de couper l'approvisionnement en armes si l'aide humanitaire n'était pas augmentée, mais bon, ils n'en sont pas à leur première menace et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas coupé l'approvisionnement en armes. Ceci dit, Israël réfute avoir orchestré ces pénuries alimentaires, mais le rapport du rapporteur spécial de l'ONU vient jeter un éclairage assez clair et assez cru sur la situation à Gaza. J'ai un autre sujet pour toi. Qui risque de t'intéresser parce que c'est un sujet qui est dans tes talles. Là. Tu vas me parler de rap, de sport et de rap. Non, pas de rap et de sport. Tu sais, les jeunes Américains et les jeunes Américaines de la génération Z sont particulièrement divisés politiquement, OK? Ouais. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas tant à cause des gars qui sont de plus en plus à droite, ce serait plutôt les filles qui font en sorte que l'écart se creuse. OK? Je t'explique. Les filles deviennent de plus en plus à gauche. Tu sais, on a beaucoup entendu dans les médias le discours selon lequel il y a une vague conservatrice, voire masculiniste chez les jeunes hommes de la génération Z. Là. Tu sais, on pense aux stéréotypes de l'homme Gen Z qui consomme... Andrew Tate, qui est un influenceur masculiniste qui a plus de 10 millions d'abonnés sur X quand même. Là. Tu sais, des hommes qui parfois même se tournent vers la religion, vers des idées plus conservatrices, voire sexistes. Et oui, les jeunes hommes tendent à être plus conservateurs que les femmes, mais selon la journaliste Jessica Groves, la misogynie des hommes de la génération Z a été surestimée. C'est le titre traduit d'un article qu'elle a publié dans la section Opinion du New York Times, et elle se base sur le nouveau livre de la politologue américaine Melissa Deckman, intitulé « The Politics of Gen Z », la politique de la génération Z, pour remettre en question l'idée selon laquelle les hommes de la génération Z seraient particulièrement plus conservateurs et sexistes. Pour Melissa Deckman, le réel schisme, c'est pas nécessairement que les hommes soient plus conservateurs, comme tu le disais, c'est que maintenant, les jeunes femmes sont significativement plus progressistes. C'est une génération de femmes qui a eu son éveil politique pendant 2 événements clés, là, le mouvement MeToo, contre les agressions sexuelles, et l'élection Trump-Hillary Clinton, où les enjeux sexistes ont été mis à l'avant-plan. Donc, c'est des femmes qui, dans leurs années formatrices, donc 17, 18, 19 ans, les années où tu votes pour la première fois et tout ça, ont été exposées à ce genre d'idées, ce qui les a poussées vers un plus grand progressisme. En tout cas, c'est l'hypothèse de plusieurs. Et les gars n'auraient pas suivi. Les gars seraient restés à peu près, globalement, en moyenne, où ils se situent sur l'axe politique depuis quelques décennies. Là, ça, c'est un peu compliqué, OK? Parce que, oui, les femmes sont particulièrement plus favorables à Kamala Harris, par exemple. Mais là, pour les hommes, les chiffres se contredisent vraiment dans les sondages. Okay? Il y en a certains qui montrent que Trump est plus populaire que Harris chez les jeunes hommes. Il y en a qui disent complètement le contraire. Mais l'affaire, c'est que, bon, les sondages, il faut toujours les analyser avec... un grain de sel. Un grain de sel, un recul. Un recul. Oui, je te donne un exemple. Il y a un sondage qui a été mené début 2024 par le King's College de Londres et Ipsos qui rapportait que les hommes de la génération Z étaient plus susceptibles de croire que le féminisme était nocif que les hommes baby-boomers. 16 pour les hommes de la génération Z, contre 13 pour les baby-boomers. C'est dans marge d'erreur quand même. Là. Ou bon, pas loin, un, il y a ça. De 2, il y a les chercheurs Emily Setti et Johnny Hunt
qui ont nuancé ces résultats-là dans un article de The Conversation. Et ce qu'ils disent, c'est qu'on n'obtient pas les mêmes résultats en recherche là, quand on sonde les gens sur le féminisme et quand on sonde les gens sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Parce que le terme féministe est connoté, il y a tout un bagage culturel et ça fait en sorte qu'il y a moins d'hommes qui se disent ouvertement féministes, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont contre l'égalité entre les hommes et les femmes. Eux, ce que Sethi et Hunt disent, c'est que le cœur de l'affaire, là, c'est que les jeunes hommes sont tiraillés entre une vision de la masculinité traditionnelle et une nouvelle exigence à une capacité à être émotionnellement sensible. Donc, c'est un tiraillement intérieur qui n'est pas nécessairement lié à un sexisme. Une chose est sûre, il y a beaucoup de choses à étudier dans la masculinité des hommes de la génération Z, mais il ne faut pas si rapidement tous les mettre dans la même case. C'est très intéressant de voir que on les analysait comme étant plus à droite, mais c'est qu'ils sont simplement plus éloignés des femmes qui, elles, sont plus à gauche. Oui, puis ils sont difficiles à mettre dans des cases, la génération Z aussi. C'est aussi des gens qui sont très indépendants politiquement, plus que les générations d'avant. Donc, intéressante, cette géniale génération là, à étudier. Vraiment. T'as-tu vu ça? Google qui traduit désormais en Keb. Hein? L'outil de traduction de Google a maintenant l'option français, entre parenthèses, Canada. Donc, salutations à tous les francophones hors Québec, mais clairement, les expressions qui sont là-dedans, c'est plus des expressions dites québécoises. Fait que cette nouvelle-là, je l'ai surtout vue passer sur des sites français, là, donc des sites de France, qui étaient bien contents de pouvoir pratiquer leurs expressions avant leur grand voyage au Canada. Oh oui. Ouais, bon. Les Français sont comme fascinés par plusieurs choses, notamment par le fait qu'on dise blonde au lieu de copine. Oui. Fin de semaine au lieu de week-end, balado au lieu de podcast, et aussi, semblerait-il, qu'on dit maïs soufflé au lieu de popcorn. On dit ça, oui, Olivier, on dit ça. J'étais pas au courant, j'ai pas eu le mémo, mais... donc, la phrase ultime à traduire, c'est « This weekend, I will eat popcorn and listen to a podcast with my girlfriend ». Vas-y donc. Lorsqu'elle est traduite en français traditionnel, ça fait « Ce week-end, je vais manger du popcorn et écouter un podcast avec ma copine », mais... En français du Canada, ça fait... Cette fin de semaine, je vais manger du maïs soufflé et écouter un balado avec ma blonde. Hey, c'est pas si pire. Voilà, c'est pas On mauvais. n'est pas au Saguenay, là, mettons. Tu sais, comme... Ah non, en termes d'accent, c'est très neutre. Là. Oh oui, c'est ça. Mais les mots sont adaptés. Ah, OK, c'est intéressant. Sauf donc, c'est pour à l'affaire de l'écrit, maïs là. soufflé. Sauf pour Ouais, maïs soufflé, bon. Ouais. Donc, oui, exactement, à l'écrit. Sauf que ça, c'est dit, quand on fouille un peu, parce que moi, j'ai mis une armée de journalistes sur la question, C'est puis on a bombardé le... Ben non, mais je salue Pascal Harrison-Julien, on a passé un petit 5-10 à juste comme bombarder le site Google de traduction de potentielles expressions pour voir qu'est-ce que ça va donner en québécois. Là, exact. Et donc, je rentrais plein d'expressions françaises du type ça caille, là, où on se les caille, dans l'espoir d'avoir il fait fret ou on se les gèle. Mais voici plutôt ce que Google propose pour on se les caille. On s'en cale. Ben voyons donc! Ben non! D'après moi, c'est comme quand ils savent pas, ils mettent ça. Si tu sais, dans le doute... C'est pas tout à fait ça. C'est peut-être un peu juste à côté, mais bel effort. Ah, c'est tellement drôle! Bel effort, Google. Alors, c'est encore à travailler. Mais c'est la deuxième fois depuis le début du mois d'octobre que le français du Québec fait son apparition sur les outils des géants de la techno. Hein. Il y avait eu ChatGPT 4. Oh. Pas le premier, la suite est vraiment meilleure que le... En tout cas, moi, je les ai tous écoutés. Mais ChatGPT 4 qui s'est récemment mis à parler avec un accent québécois, beaucoup plus au point que celui de Google, d'ailleurs, comme nous l'a démontré le chroniqueur techno Bruno Guglielmietti. Alors, on l'écoute? Ouais. Et est-ce qu'il y a des mots en particulier Ça, c'est Bruno. avec l'accent québécois que tu trouves amusant à dire? Oh, il y en a plein de mots qui sont le fun à dire. Par exemple, là, c'est c'est tigidou, magané ou encore sacrer son camp. Il y a comme une musique dans ces expressions-là qui est unique au Québec. Ben, je te remercie. Yo. De rien. Si t'as d'autres questions ou si tu veux jaser, gêne-toi pas. C'est incroyable, non? C'est bon quand même, honnêtement. ChatGPT 4, solide. Ouh, OK. Donc, on s'amuse de ça. C'est sympathique. C'est une forme de reconnaissance que d'entendre le français québécois ou que de le voir écrit par Google Traduction. Sauf que pour certaines langues,
des langues qui ont peu de locuteurs, ça peut avoir une grande valeur. Ça peut leur permettre d'entrer en contact avec le reste du monde. Mhm. Et d'ailleurs, Google Traduction a fait pour la première fois une place à une langue autochtone canadienne. L'Inuktitut a fait son entrée sur Google Traduction. J'ai déjà essayé de l'apprendre sur YouTube et c'était très difficile. Il y a peu de ressources. Attends. Il y a rien. Il y a comme vraiment presque rien. Attends. Le niveau de ce que tu viens de dire, là. J'ai déjà essayé d'apprendre Ouais. l'Inuktitut sur YouTube. Il n'y a rien de plus Julia Pagé que ça. J'étais genre, ce serait je trouve que c'est tellement beau. Hey, comment ta collègue, elle a déjà essayé d'apprendre l'Inuktitut sur YouTube? Ton Ok. dimanche, toi, tu fais quoi? OK, ben je sais pas, là. Pas ça. Je fais de la meal prep. Toi, t'es tellement meal prep, ça me fait mourir de rire. Donc, l'Inuktitut, qui est parlé par environ 40 000 personnes au Canada, ça aurait été un petit peu plus si tu avais réussi à l'apprendre, a été ajouté à Google Traduction. Donc, il y a 2 critères, semblerait-il, pour ajouter une langue dans le moteur de recherche. Le premier, c'est un désir ou un besoin de la part de la communauté. Et d'ailleurs, tu vois, tu sais, ça va permettre à ceux qui parlent Inuktitut de pouvoir comprendre d'autres choses Mais sur le mur, oui. mais ça va, sur le monde. Ça va briser un mur, mais ça va aussi permettre à des petits curieux et des petites curieuses comme toi, des petits débrouillards, de pouvoir en apprendre plus sur l'Inuktitut et donc de créer des ponts interculturels. Le deuxième, c'est est-ce que c'est techniquement réalisable? Un des aspects techniques, c'est la disponibilité en ligne d'une vaste banque de textes dans cette langue. C'est d'ailleurs ce qui a fait défaut pour le cri, parce que le cri est plus parlé que l'Inuktitut. 86 000 personnes parlent cri au Canada. Les ingénieurs auraient voulu ajouter la langue, mais les ingénieurs de Google, là, pas comme l'ordre des ingénieurs, mettons, mais il y avait moins de sites web en cri sur lesquels aller puiser de la donnée. OK. Alors, je te parlais de la quantité de texte à puiser, très important parce que c'est à partir de ces modèles d'intelligence artificielle que Google procède désormais là, pour les nouvelles langues. Et donc, l'objectif de Google, c'est d'être capable de traiter 1000 langues éventuellement. Pour l'instant, je les ai comptées à mitaine. Il y en a 248. Tu pourrais compter un. Oui. Et, Wow. et c'est donc dire qu'il y a encore du travail à faire Ouais. pour ajouter des langues, mais aussi, on l'a vu, pour peaufiner celles qui s'y Ouais, c'est trouvent ça. déjà parce que... On s'en cale. T'as tellement dû être content quand t'as trouvé ça. Ah, j'étais ravi. J'ai envoyé ça à Pascal. On C'est s'est un réjouis. rêve. Voilà. Ah, C'est c'est super. trop intéressant, ça. C'est bien, non? Je peux-tu y aller? Je peux-tu quitter pour aller apprendre Et- ma nouvelle langue? Oui. On n'a pas parlé de politique américaine, mais on vous rappelle qu'on fait une émission en direct. Ah Le drapeau, peut-être chanter l'hymne, là, rapidement. Oh, say, can you see? Vas-y, fais la promo. Alors, le 5 novembre 2024, à compter de 19h30, suivez-nous sur YouTube et sur le site Internet de RAD parce qu'en direct, nous aurons notre propre soirée électorale présidentielle américaine, des résultats, du décryptage. Ouais, non. Des invités spéciaux et beaucoup de plaisir. Semblerait-il qu'il va même y avoir un buffet. Soyez au rendez-vous. À bientôt. Fade in music. Fade out. C'était-tu comme quand Whitney Non. Houston, elle l'a fait? C'était... Ça ressemblait-tu? Non, ça c'était m'a comme, rappelé. c'était comme quand Fergie l'a fait. Oh, j'adore Fergie. Oh! Dis-moi qu'est-ce qui se passe, dis-moi qu'est-ce qui se passe.